وقتك المناسب وسجل في 5 دقائق واحصل على بطاقتك. استفيدوا من مزايا قانون المقاولة اللي من فمي فيها لا روتريت. هذه مليحة مي لا بابراس فيها تاني. لا de cette agence sont là très présents avec pour répondre aux questions et خير نشاطك المناسب وسجل في 5 دقائق واحصل على بطاقتك. استفيدوا من مزايا قانون المقاول الذاتي وابنوا حياتكم على الصح. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va essayer pour parler un petit peu de le nouveau statut d'auto-entrepreneur. Et on remercie beaucoup Madame Nassima Al-Hab, qui est la secrétaire générale du ministère des startups, de l'économie de la connaissance et des PME. Donc, Madame Al-Hab, bonjour, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Jalal pour l'invitation. Merci à l'intérêt que vous portez à ce nouveau statut, au projet, à toutes les activités, les actions entreprises par le ministère de l'économie de la connaissance, des startups et de la micro-entreprise. Alors, pour une première fois, donc j'essaie de faire ce petit live et aujourd'hui, donc vous êtes en direct du salon AFC, ACF, c'est le salon et la foire de l'entrepreneuriat, de la formation et des startups. Donc, c'était l'occasion un petit peu de parler un petit peu du nouveau statut qui a été lancé depuis le 20 janvier dernier. Mais comme on sait, vous avez travaillé depuis un peu plus d'une année sur le projet de la loi. Donc, déjà, un petit peu, ça serait bien de nous expliquer c'est quoi ce statut. C'est un petit peu ce qui explique notre présence et je dirais pas le bruit, mais cet engouement qu'il y a autour de cet événement. Effectivement, nous se retrouvons ce soir en direct du salon de l'entrepreneuriat, de l'économie numérique et de la formation ici à Annaba, et dont l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur est exposant. Et les cadres de cette agence sont là très présents pour répondre aux questions et aux préoccupations des auto-entrepreneurs et des futurs auto-entrepreneurs. D'où aussi l'intérêt et l'objet de cette rencontre, de ce webinaire, auquel je trouve beaucoup d'honneur et de plaisir à y participer et à répondre aussi à vos questions. Eh bien, excellent. Alors, en fait, on a eu beaucoup de questions et il y a eu beaucoup d'interrogations ces derniers jours par rapport à ce nouveau statut. Qu'est-ce qu'apporte ce nouveau statut? C'est quoi la différence entre un auto-entrepreneur et, disons, un simple commerçant, une entreprise économique? Donc, c'est quoi la différence? Alors, au-delà des définitions réglementaires émises par la loi 22-23 de décembre 2023 portant sur le 2022, portant sur le statut de l'auto-entrepreneur, un auto-entrepreneur dans une définition, je dirais plus communément partagée, c'est quelqu'un qui fait une activité principalement de prestation de services à des personnes ou à des entreprises et qui reçoit en contrepartie un revenu ou une rémunération contre cette prestation de service. Et bien sûr, la loi est venue pour définir et cadrer un peu les personnes ayant droit à avoir le statut ou être autorisées à avoir le statut d'auto-entrepreneur. En l'occurrence, l'âge légal de travail, la résidence en Algérie, qu'on soit algérien ou étranger, et bien sûr, exercer une activité insérée ou incluse dans la liste des activités de l'auto-entrepreneur. Donc, c'est quoi exactement les principales, quelles sont les principales modifications qui ont été introduites par le nouveau statut d'auto-entrepreneur en Algérie? Alors, je dirais même pas une modification, mais c'est un cadrage des activités qui se font à titre individuel et, comme je l'ai déjà dit, inscrites dans une logique de prestation de services, quelle que soit leur nature, qu'ils soient numériques, qu'ils soient de la prestation à la personne, de l'expertise, de la formation, et avec lesquelles ces personnes-là qui s'activent en auto-entrepreneuriat, mais aussi en auto-emploi,
et d'une façon flexible, je dirais, sans horaire, sans cadrage réglementaire auparavant, et maintenant cadré avec ce statut-là, leur permettant à cette catégorie de personnes d'avoir ou d'assurer ou de protéger leurs droits et les mettre dans une logique d'obligation aussi vis-à-vis le fisc et l'État de façon générale. Alors, tout le monde en ce moment parle beaucoup du statut, on sait que d'habitude, pour ouvrir une entreprise, que ce soit si on est en personne physique, et surtout en personne physique, mais on ne va pas parler des personnes morales, il y a beaucoup de paperasse. Et il y a eu une première dernière avec le statut, avec le lancement de l'ANAE, c'est que toute la démarche a été digitalisée. On peut un peu plus savoir comment se fait la démarche. Bien sûr, il fallait réfléchir sur une démarche administrative plus flexible et agile qui répond aux exigences et aussi à la nature de ces personnes-là qui sont inscrites dans le statut de l'auto-entrepreneur. Il faut savoir qu'au-delà des activités numériques qui sont principalement représentées par ce statut, mais pas que, il y a d'autres, il y a 7 familles d'activités. L'inscription ou la gestion d'inscription ou l'accès à ce statut-là devrait et devrait répondre à cette nature d'agilité de ces personnes qui sont dans ces activités-là. De ce fait, une plateforme interopérable a été développée permettant à ces personnes-là de s'inscrire une seule fois, d'obtenir la carte sans se déplacer, sans un dossier matériel. Il faut juste scanner une photo, remplir quelques informations, dont la principale, c'est le numéro d'identifiant national, qui nous permet, nous, autant qu'agence d'auto-entrepreneurs et autant que secteur de micro-entreprises et de start-up, de prendre part de toutes les inscriptions nécessaires auprès des administrations parties prenantes de ce statut-là, en l'occurrence les services des impôts, mais aussi les services de la couverture sociale, à savoir la CASNAS dans le cadre du statut de l'auto-entrepreneur. D'une part. D'autre part, permettre à ces personnes de recevoir cette carte sans déplacement aussi, à travers l'utilisation des réseaux de la Poste. Donc, à l'inscription même, l'auto-entrepreneur, à travers la plateforme anae.dz, peut choisir le bureau de poste auquel il voudrait recevoir sa carte contre un paiement de frais de 1200 dinars qui va être payé une seule fois à la demande de la carte, à chaque fois qu'on demande de la carte, et qui permettra ou qui évitera à ces personnes-là le déplacement pour récupérer sa carte. Excellent. En fait, on a vu un petit peu que dès que et moi-même j'ai fait l'expérience quand je me suis inscrit, j'ai vu que la carte, on l'a reçue, la carte digitale, on la reçoit en 24 heures. Dès que directement, dès qu'on a… Le statut est validé. Exactement. Dès que le statut est validé. Tout à fait. Dès que le statut et est la validé, carte physique, on la reçoit en… Pratiquement, ça dépendra de la distance, mais aussi de la position géographique du demandeur, mais dans un délai maximum qu'on n'a pas atteint jusqu'à présent, de 2 semaines, vu l'étendue de notre pays et il dépend de l'éloignement de la personne. Mais ça ne dépasse pas les 2 semaines dans les cas vraiment les très extrêmes de la date de la demande. Ok, alors on va commencer un petit peu, on va essayer de voir le parcours qui est, donc tout le monde parlait un petit peu de ce parcours. On connaît le parcours du combattant de l'autre côté. Là, c'est beaucoup plus d'une manière agile. Donc, on a besoin d'une carte biométrique qui contient, ou plutôt une carte d'identité. Est-ce que un numéro d'identifiant national. Exactement. C'est ce que je voulais mettre un petit peu point. Donc, il y a des gens qui n'ont pas encore la carte biométrique, qui sont toujours avec la fameuse carte qui fait 15 cm. Il y a des gens qui ont un passeport biométrique, il y a des gens qui ont un permis biométrique. Donc, l'essentiel, c'est qu'on a un numéro d'identification national, le NIN, qui va nous permettre… Un NIN justifié par une pièce d'identité. Excellent, excellent. Donc voilà. Là, et des photos suivant le caractère ou les critères qui sont déjà mentionnés au moment même de l'inscription.
Ok. Donc là, les conditions. Donc, il faudrait d'avoir l'âge légal de travailler, C'est ça. donc, qui est limité au jour d'aujourd'hui. C'est à partir de Alors, si on 16 voit ans, la 18 ans, réglementation en vigueur, 16 ans avec une autorisation paternelle paternel. permettra Voilà. à la personne de travailler s'il le souhaite. Est-ce qu'il y a un âge plafond ou Alors plafonné? ça, il n'existe pas un âge plafond. On peut être un auto-entrepreneur à partir d'un âge nous permettant de travailler jusqu'à ce que la force de travailler nous le permettra. Il n'y a pas d'âge. Même s'il y a des retraités? Exactement. Surtout s'il y a des retraités, parce que certaines activités d'expertise, on peut les exploiter, en faire une ressource de revenus après avoir pris sa retraite et qui peuvent être utilisées, je dirais, orientées vers une activité génératrice de revenus supplémentaires à la retraite. Ok. Donc là, l'âge, les pièces d'identité, une photo. Que demande le peuple? C'est quelque chose de très simplifié. Et puis Et sans se après, déplacer. on attend sans se déplacer. Le seul déplacement, je pense, c'est aller vers le bureau de poste le plus proche C'est ça. qu'on a mis Récupérer la pour qu'on carte. puisse récupérer la carte. Alors, C'est exact. il y a une question qui revient assez souvent. Donc on a parlé de l'âge, on a parlé des documents. C'est qui sont les personnes qui peuvent s'enregistrer? On nous a demandé, on nous a posé des questions. Est-ce que les gens qui sont dans la fonction publique, est-ce que les personnes qui ont déjà un commerce, est-ce que les personnes qui travaillent déjà, est-ce qu'un Algérien qui réside en France peut ouvrir ici ou pas? Est-ce qu'un étranger qui réside en Algérie peut avoir accès à cette carte d'entrepreneur? Il y a beaucoup de questions. Donc, ça serait bien de mettre quelques clarifications sur ce point. En fait, la loi en elle-même, la loi sur l'auto-entrepreneur, n'interdit dans ses textes aucun de ces catégories. Pardon. Ceci dit, le parallélisme des règles et des lois, il est indispensable. Je commencerai par la catégorie de fonctionnaires, puisque vous l'avez mentionné en premier lieu. Il faut savoir que l'auto-entrepreneur est permissible pour les salariés déjà déclarés à la CNAS qui exercent dans le secteur économique, qu'il soit public ou privé. Parce que la 90-11 permet le doublement de déclaration, le doublement d'activité. Ceci dit, en revanche, la fonction publique, quant à elle, interdit strictement, avec l'instruction 06 de la fonction publique, dans ses articles, elle mentionne clairement l'exclusivité de l'activité de la fonction publique, sauf pour la catégorie un peu particulière, celle des enseignants universitaires, où c'est cadré aussi par des critères particuliers. Donc pour cette catégorie-là, du moins pour le moment, ils ne peuvent pas avoir la carte d'auto-entrepreneur, puisqu'une réflexion de modification de cette réglementation permettant à une certaine catégorie, un certain groupe de personnes exerçant dans la fonction publique leur permettra d'avoir ce statut-là qui leur permettra par la suite d'arrondir leur fin du mois et enrichir leurs revenus et améliorer leur statut social avec cette activité qui sera réglementée, mais aussi cotiser davantage pour leur retraite. Par rapport à la On catégorie… reviendra tout à l'heure sur l'histoire des décotisations, ça serait bien qu'on en parlera Tout après à fait, pour l'histoire des tout à fait. Les commerçants qui ont déjà un CNRC, donc la question a été déjà posée tout à l'heure lors de l'intervention, un commerçant qui est déjà inscrit à la CASNOS et qui a un registre commerce peut avoir une activité incluse dans le statut d'auto-entrepreneur. Il peut, le plus normalement possible, avoir le statut d'auto-entrepreneur et avoir cette double déclaration. Ceci dit, la première déclaration qui permet la couverture sociale, elle est déjà couverte, donc on ne peut pas avoir deux fois la couverture, mais il y a un traitement de faveur en termes de déclaration pour la retraite, puisque le principe et la règle générale permet à ces commerçants de choisir les 10 meilleures années de revenus, donc en incluant même les années d'activité d'auto-entrepreneur. Si j'avais oublié quelques catégories. Donc voilà. Donc, on a parlé un petit peu. Donc, on a une question qui vient de monsieur Yassine Foudet qui dit: est-ce que c'est possible pour une société de personnes physiques, Earl,
de dissoudre l'entreprise et de se reconvertir à l'auto-entrepreneuriat? Alors, rien ne l'interdit si l'activité de la personne est incluse dans le cadre de l'auto-entrepreneur, dans le cadre des activités. Ceci dit, rien n'interdit aussi qu'en gardant aussi sa société, sa URL, son registre de commerce et avoir aussi un statut d'auto-entrepreneur pour une activité secondaire. Même d'un point de vue fiscal, c'est pris en charge. On a le NIF qui va être attribué à l'entreprise avec le CNRC, le registre commerce, avant le RC, mais aussi il y aura un deuxième NIF il va être extrait du premier qui permettra le statut d'auto-entrepreneur. Ok, excellent, excellent. Merci beaucoup, Madame Alhab. Alors, il y a une autre question, donc peut-être il faudrait peut-être clarifier ça par rapport au statut de l'entrepreneuriat. On avait bien dit que le startup de l'auto-entrepreneur est beaucoup plus réservé aux personnes qui font du service. Donc, l'achat-vente n'est pas permis. En aucun cas, une activité d'achat-vente est incluse dans la liste des activités. Ceci dit, l'achat-vente est une activité commerciale par nature. Donc, elle est régie par le code de commerce et le registre de commerce. Et quand elle est de nature numérique, elle est régie par la loi sur le commerce électronique. On parle là d'échange, de création de plateformes d'échange et d'achat pour revente. Mais on ne parle pas des activités connexes au commerce électronique comme les vendeurs intermédiaires et ce que l'on suit. Ok. Est-ce qu'un entrepreneur peut recruter? Alors, ça, c'est clairement dit dans l'article 2 de la loi. C'est une activité qui s'établit à titre individuel. Donc moi, ce que je voudrais juste clarifier un point, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le fait de passer vers une entreprise, une partie d'une entreprise qui a un RC, une URL ou une SARL, aller vers l'entrepreneuriat va pouvoir l'aider à faire autre chose si on veut vendre ou carrément se recruter. Donc là, c'est clairement dit, pas de recrutement, pas d'achat-vente, on est en full service, on est dans l'économie carrément de la connaissance. Tout à fait. Et c'est l'activité individuelle, la connaissance individuelle et la maîtrise d'une activité individuelle qui est mise au service des autres, qui sont des personnes ou des entreprises. Ce cadre-là ou ce statut-là est venu cadrer cette activité en donnant les droits et les obligations à chaque partie, qu'il soit prestataire de services, auto-entrepreneur, ou qu'il soit demandeur de services, personne normale, personne physique ou entreprise. Ok. Alors, d'autres questions, donc c'est par rapport à notre diaspora, les Algériens qui sont établis à l'étranger. Oui, la loi le dit clairement aussi. C'est permissible aux personnes qui résident en Algérie, Algériens résidant en Algérie ou étrangers résidant en Algérie. Ceci dit, ce n'est pas une question de permissibilité ou pas, mais c'est une question de cotisation et de couverture sociale. On ne peut pas assurer une couverture sociale à des personnes qui ne résident pas en Algérie, sauf pour vraiment certains pays avec lesquels on a ratifié des conventions. Ceci dit, si ça permet une certaine couverture, c'est possible. Mais actuellement, avec le cadre réglementaire qui dépasse la loi sur l'auto-entrepreneur, ce n'est pas possible pour les personnes qui n'habitent pas et qui ne pourront pas cotiser en Algérie. Donc, il faudrait qu'il y ait de certaines relations ou des accords qui ont été ratifiés avec les pays. C'est ça. Le principe, c'est la couverture sociale au-delà de la loi elle-même. Ok. Est-ce que, avec le pays avec lequel on a le plus on a beaucoup de diaspora qui est la France, est-ce qu'on a des accords avec la France? Est-ce que les gens qui sont basés en France peuvent… Ça peut être un autre service, un autre département pour répondre. Ok, donc il faudrait voir ça beaucoup plus. C'est réglé par la réglementation relative au travail et à la sécurité sociale. Ok. Alors, c'est ce service-là qui pourrait cadrer cette question ou répondre à cette question.
OK. Sur la plateforme, dès qu'on s'enregistre, on voit qu'on peut la nationalité et il y a, par rapport aux étrangers qui résident en Algérie, en Algérie. qu'est-ce qu'il en est? Et on voit en ce moment Alors, un certain engouement à des les étrangers. demandes, la condition, elle est bien claire dans la réglementation et dans la loi que il faudrait être résident en Algérie et être autorisé à travailler en Algérie. Donc, en étant autorisé, on peut le plus normalement possible demander. Ceci dit, ça va être pris en charge dans les jours à venir, puisque certains éléments de vérification, puisque c'est un système interopérable, système de vérification d'identité reste un petit peu à parfaire pour les étrangers pour qu'on puisse ouvrir l'opportunité à ces personnes. Mais la réglementation le prévoit pour tout étranger résident en Algérie avec une autorisation de travail, il pourra bénéficier du statut de travail. OK. Donc ça, c'est bien. Donc là, en fait, on avance un petit peu dans le parcours. Donc, on n'a pas les documents. On a parlé un petit peu des nationalités. Alors là, on arrive un petit peu. Donc, c'est bon, notre identité a été vérifiée. Maintenant, on va recevoir. En fait, moi, au bout de 72 heures, maximum 96 heures, j'avais reçu. Alors, pour que tout le monde puisse savoir, tu vois, on reçoit en livraison express, carrément. On reçoit le courrier avec le petit dépliant qui vous explique et la carte. Donc, on vous explique bien. Donc, j'aimerais bien savoir. Alors là, on vous dit que on aura la carte IFA à travers la CASNOS. Donc, on recevra un SMS en vous disant que c'est bon, votre identifiant et mot de passe a été créé, plus le NIF. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur ça? Alors, par rapport, je reviens toujours à cette facilité ou cette interopérabilité que permettent ces plateformes. Donc, l'inscription et la demande de la carte suffit à ce que les services de l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur continuent la procédure d'identification auprès des services fiscaux et auprès des services de la CASNOS. Il y a une première étape qui se fait d'une façon automatique, donc un numéro de NIF est attribué sans se diriger vers la plateforme et le demander. Et bien sûr, des documents seront exigés pour aller authentifier ce numéro d'identifiant fiscal à la recette ou la direction des impôts qui va être mentionné au message que vous allez recevoir une fois le NIF généré. Même chose pour la CASNOS. Ceci dit, partie CASNOS, tout le processus est numérisé. Donc, il y a un seul déplacement aussi auprès des services de la couverture sociale. C'est au moment de la réception de la carte chiffre. Et bien sûr, même le compte d'Amancom, il va être élaboré, il va être ouvert à distance. Et même le mot de passe, même le identifiant à cette plateforme sera communiqué à l'auto-entrepreneur après la réception de la carte, bien sûr, après réception d'un SMS de notification qui oriente les auto-entrepreneurs vers les procédures à suivre et qui suivront l'obtention de cette carte et de statut. C'est ce qu'on avait vérifié ce matin, avant que je ne parte. Voilà. J'avais reçu ça carrément directement. Alors, je veux pas vous dire, les gens et les amis, tout est digitalisé. J'ai reçu mon nouveau numéro de sécurité sociale de la CASNOS sur la plateforme directement. Maintenant, j'attends juste l'identifiant et le mot de passe pour accéder sur la plateforme d'Amancom de la CASNOS. Donc, il reste le NIF. Donc, après, on reçoit le NIF. Disons, on va recevoir le NIF aussi sur la plateforme. On a reçu ça. Donc, après, quelle est la prochaine étape? Dernière étape, c'est d'aller certifier ou authentifier le NIF. En prenant un reçu qui va être remis au même titre que le numéro de NIF et l'attestation de déclaration à la direction d'impôt la plus proche qui va être mentionnée même dans le message à laquelle il faut se diriger pour le dépôt de dossier physique auprès de cette direction et l'obtention de la carte d'identifiant fiscal et l'article d'imposition. Donc, un entrepreneur va recevoir, donc il aura sa carte d'auto-entrepreneur, Oui. sa carte Chifa à partir de la CASNOS, Oui.
la carte du NIF et un article d'imposition. C'est ça. Donc, la dernière étape, c'est d'aller vers à la direction des impôts qui va être où on sera la plus proche. Et là, on donne le NIF. Donc, en fait, est-ce qu'on présente juste la carte avec le numéro ou il va y avoir un document qu'on doit télécharger? Il y a le document à télécharger qui vont être émis automatiquement sur l'espace de l'auto-entrepreneur une fois le NIF généré. On a toute la documentation qu'il faut et tous les formulaires automatiquement insérés dans l'espace de l'auto-entrepreneur. Il y a les étapes qui sont expliquées d'une façon très claire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut télécharger, ce qu'il faut imprimer et ce qu'il faut déposer. Et bien sûr, il faudrait à la fin retransmettre uploader sur le compte le certificat de déclaration qui va être guise d'un certificat de début d'activité officielle et qui doit être au même titre ou à la même date de déclaration de début d'activité, que ce soit pour les services fiscaux ou les services de sécurité sociale. Ok. Donc là, vu qu'on est un petit peu au niveau des impôts et des activités, on a vu que sur l'auto-entrepreneur, donc quand on crée le profil, on choisit des activités. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu les grandes familles qui ont été mises en place? Oui. Alors, avant les grandes familles, si vous permettez, M. Bartena, on parlera de la philosophie de la mise en place ou la philosophie de cette liste d'activités et ce mécanisme d'actualisation d'activités. Donc, nous, pour une première réflexion, il faut savoir qu'il y a une commission nationale de différents départements ministériels, mais aussi d'experts externes, de coachs, d'accompagnateurs d'auto-entrepreneurs et des gens, d'opérateurs économiques qui travaillent avec des auto-entrepreneurs qui font partie de cette commission nationale et elle a le rôle d'actualiser ou de siéger pour actualiser cette liste d'activités. Ceci dit, il y a 7 familles qui ont été identifiées jusqu'à présent. Il y a pratiquement plus de 1300 activités qui sont insérées dans les 7 familles d'activités et ça varie entre l'expertise, la formation et les activités numériques et connexes au service à la personne, comme aux services de récréation et de loisirs, les services relatifs à tout ce qui est audiovisuel, expérimentation. Ceci dit, il y a une opportunité, il y a une possibilité que certains auto-entrepreneurs qui n'ont pas trouvé leur activité dans la liste de proposer une nomination d'une activité quelconque ou une explication d'une activité qui va être soumise à cette commission, qui va l'étudier et qui pourra l'insérer éventuellement dans la liste d'activités si elle répond aux exigences et aux conditions. La principale condition, que ce ne soit pas une activité réglementée, que ce ne soit pas une activité libérale et que ce ne soit pas une activité artisanale ou inscrite dans la liste des activités artisanales, parce qu'il y a déjà un cadre réglementaire pour ces activités. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il va y avoir un NIS qui va être donné ou pas? Est-ce que le NIS est un NIS, numéro d'identification? Non, le NIS, non. Pour les auto-entrepreneurs, pas de NIS exigé. Pas de NIS exigé. Ok. Alors, c'est bien. Donc là, sur la partie NIS, on a parlé un petit peu des activités parce qu'il y avait beaucoup de questions par rapport aux gens et surtout qui font de la formation. Est-ce qu'un entrepreneur peut délivrer des certificats ou des attestations pour des formations? Alors, on parle de formation ou de prestations un peu particulières là. On est en train de ne pas se substituer à une école, Bien sûr. une école de formation où l'agrément est régi par une réglementation particulière. Ceci dit, tout ce qui est école agréée par l'État, ça c'est autre chose. Voilà. C'est un statut qui va régler la relation entre cette école de formation qui est agréée et réglementée pour apporter ou donner ou délivrer des certificats de formation parce que c'est certifiant, avec ce formateur. Ceci dit, pour certifier une formation quelconque, il faudrait quand même un programme, il faudrait une commission scientifique, il faudrait des normes auxquelles il faut répondre pour être certifiant et donner des certifications. Ceci dit, faisant appel à un formateur à titre, je dirais, temporel et périodique, permettra à ce formateur-là d'avoir un cadre
relativement auto-entrepreneurial, mais auto-emploi, qui lui permet de garder ou de cadrer cette relation avec le moindre contrainte possible en termes de fiscalité, etc., avec cette école qui est elle-même certifiante. Excellent, excellent. Merci beaucoup pour cette réponse, Madame Al-Haj. Alors, vu qu'on parle toujours, on est toujours dans le domaine commercial, plutôt des activités et tout. Donc, quelle est la limite qui a été mise en place pour le chiffre d'affaires, pour le statut d'auto-entrepreneur? D'accord. Si on voit la règle, enfin la loi en elle-même, la limite n'a pas été dite ou fixée dans la loi. Elle a été renvoyée à la loi de finances pour lui donner aussi de la flexibilité et la C'est ce qu'on avait possibilité. parlé ce matin. On avait un petit peu C'est en ça. off, on avait parlé ce matin de ça. C'est ça. Alors, la loi de finances 2023 a fixé le seuil à 5 millions de dinars. La particularité que ce chiffre d'affaires ou cette déclaration de 5 millions de dinars de chiffre d'affaires annuel, je précise, doit être consécutif sur 3 années. C'est-à-dire que les 5 millions 1 dinar, on en parlait tout à l'heure, doivent être réalisés sur 3 ans consécutifs pour éviter la saisonnalité des revenus par rapport à ces auto-entrepreneurs et ces freelancers. Ceci dit, si un changement vers la baisse est enregistré pendant ces 3 années, on revient au calcul préalable. On revient au principe de la consécutivité de la réalisation de chiffre d'affaires. Pour une raison ou pour une autre, le seuil augmente. Nous reviendrons encore une fois, le compte à rebours revient à zéro pour recalculer les 3 années d'atteinte de ce seuil de 3 années consécutives. Voilà. Donc, alors, on explique aux personnes donc, il faut ne pas dépasser. Alors, première année, si vous faites plus de 5 millions. Deuxième année, si vous faites plus de 5 millions de dinars. Troisième année, si vous faites plus de 5 millions de dinars, vous passez directement au mode entreprise registre de commerce. Si vous faites première année plus de 5 millions de dinars, deuxième année plus de 5 millions de dinars, la troisième année, vous repassez à 3 millions de dinars, par exemple. Là, compte au rebours se remet à zéro. En fait, vu qu'on parle de chiffre d'affaires, l'auto-entrepreneur doit avoir un compte commercial. Comment ça va se passer? Alors, c'est parmi les avantages qu'accorde le statut d'auto-entrepreneur, la possibilité de créer un compte bancaire commercial avec tous les avantages que ce type de compte pourrait accorder, notamment en termes d'échanges en devises pour les auto-entrepreneurs qui prestent à l'international et qui exportent du service. Ceci dit, la possibilité d'avoir ce compte est je dirais, très facile. Le dossier n'est pas trop contraignant. Il est demandé à l'auto-entrepreneur d'avoir sa carte d'entrepreneur, son numéro d'identifiant fiscal et puis un justificatif de résident pour lui permettre d'ouvrir le compte bancaire commercial. Donc, c'est assez facile. Alors, il y avait une déclaration de Monsieur le ministre, M. Yassine Ouelid, il y a quelques mois, lors d'une interview. Il avait dit que, et je me rappelle fait par rapport à un auto-entrepreneur ou même des startups, ces entreprises ou un entrepreneur pouvait exporter du service. Et c'est ce qu'on cherche un petit peu. Donc, et on a une question de Madame Amina Merouche qui dit, quand on va ouvrir un compte, est-ce qu'on peut ouvrir un compte en dinars ou en devises? Donc, je pense qu'un compte commercial, on peut avoir les deux. Les deux. On peut avoir les deux. Ouais. Et quand on exporte du service, quand on reçoit le paiement, on peut le recevoir à 100%. Le rapatriement. On explique très bien le juste une petite clarification sur ce point-là pour qu'on puisse. Ça ne vient pas de moi, mais du ministère de la secrétaire générale, comme ça, pour qu'on puisse clarifier à tout le monde ce point-là. Donc voilà, le rapatriement, au même titre que les exportateurs de services numériques ou autres, se fait à 100% en devises. Avant la note de la Banque d'Algérie, certains opérateurs l'ont peut-être vécu, le rapatriement des factures dans le cadre d'une exportation de services ou autre, elle est recevable à 50% en devises
et 50% en dinars. Maintenant, la possibilité, c'est d'avoir un rapatriement 100% de ce revenu en devise. C'est valable aussi pour les opérateurs économiques commerciaux, type commerçants, etc., mais aussi pour les auto-entrepreneurs. On l'explique très bien, c'est un rapatriement. Ce qui est des transactions, ça reste quand même un compte bancaire commercial, mais qui reste individuel. Donc, il n'y a pas quand même une entité morale autour de ce compte-là. Et ça lui permet de faire les achats et les échanges ou les dépenses nécessaires à son activité ou autre. Ok. Est-ce que, alors, j'ai une question qui est assez pertinente où je n'avais pas du tout pensé, c'était est-ce qu'un entrepreneur peut changer d'activité? Dans Disons quel que cadre? disons qu'un entrepreneur a fait une formation, a acquis Oui. des expériences ou a fait une formation dans un domaine bien précis, il Oui. veut changer d'activité. Alors, déjà, on permet à l'auto-entrepreneur d'avoir 5 activités, une principale et 4 secondaires. Ce que nous essayons, la principale va apparaître dans la carte, et d'ailleurs, vous avez fait l'expérience, vous l'avez reçue, avec votre activité principale. Il y a un QR code sur le côté droit de la carte. Le fait de le scanner, on peut savoir quelles sont les activités, on peut savoir déjà le statut de l'auto-entrepreneur, est-ce qu'il est actif ou non, et puis quelles sont les activités secondaires inscrites ou demandées par cet auto-entrepreneur qui pourraient être actualisées, mais ajoutées, mises à jour à chaque fois que l'auto-entrepreneur le souhaite. C'est permissible. C'est pour ça que je leur dis, à l'inscription, il ne faut pas se précipiter à choisir des activités secondaires. Laissez-vous le temps de maîtriser peut-être d'autres métiers et en ajouter à fur et à mesure. Ok. Alors, on reste toujours un petit peu, je reviens toujours sur les histoires parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport aux taxes, par rapport aux déclarations. Alors, on nous demande, est-ce qu'on va facturer? Donc, et là, on parlait un petit peu ce matin de ça. C'était le modèle de facturation. Comment on va facturer? Quel serait le modèle? Mais je Alors, pense qu'il va y avoir quelque chose dans ce sens. les jours à venir, il y aura un ajustement par rapport au texte réglementaire relatif à l'opérateur économique. Un auto-entrepreneur est reconnu comme étant un opérateur économique. Il y aura un modèle de facturation très flexible. On ira même par peut-être l'annulation des cachets pour les cachets pour les auto-entrepreneurs, pour leur permettre de rester dans cette dynamique de flexibilité, d'agilité et qui répond parfaitement à leur activité. Oui, effectivement, il y aura un modèle de note d'honoraires ou de facture de ces auto-entrepreneurs qui va être réglementairement connu et reconnu par les services administratifs. Donc, si on voit un petit peu, donc la facturation, on avait discuté il y a quelques jours, on avait dit que vu qu'on est au-dessous du seuil des 8 millions de dinars, donc on est considéré dans la catégorie IFU, donc on facture avec de la TVA. Et là, vu que c'est du service, est-ce qu'on est à une TVA de 19% ou on est à une TVA de 9%? Les fûts n'est pas limité par un seuil. Alors, le texte sur la loi de finances est très clair. Les auto-entrepreneurs sont soumis au système, au système de l'EFU, système fiscal de l'EFU, et qui est un système d'impôt forfaitaire unique qui englobe l'IRG, la TVA et la TAP qui est annulée avec la loi de finances 2024, leur permettant d'avoir être dans cette catégorie fiscale avec un taux, quelle que soit l'activité, à 0,5% sur le chiffre d'affaires réalisé et déclaré annuel. Okay. Donc, il y a des déclarations qui vont se faire ponctuelles. Est-ce qu'on a un petit peu là? Est-ce qu'on a déjà expliqué un petit peu? Ça serait bien d'expliquer quand est-ce que se feront les déclarations, que ce soit et les paiements. Est-ce que c'est en fin d'année? Est-ce que c'est chaque mois? C'est un opérateur économique comme les autres. Hein. Il est soumis à la réglementation fiscale en vigueur par rapport aux déclarations et par rapport aussi à la réglementation qui est appliquée à chaque opérateur économique. L'exception ou la particularité des auto-entrepreneurs, c'est d'avoir ce taux fiscal IFU très réduit, particulièrement très réduit
et très incitatif. Et Monsieur le ministre nous avait dit qu'il y a eu un joli combat pour imposer ce 0,5%, qui est vraiment, quand on voit, c'est quelque chose qui, pour un entrepreneur, c'est vraiment… C'est pas signifiant. Ouais. Exactement, exactement. Alors, donc, il va y avoir prochainement donc, un modèle de facturation. Donc, on va facturer avec la TVA, donc, comme tout autre opérateur économique. Par rapport à la CASNOS, paiement de la CASNOS, quand est-ce que se fait le paiement de la CASNOS? Le paiement de la CASNOS, déjà, il a été fixé à 24 000 dinars de minimum. C'est le minimum qui puisse être Et là, ça serait bien déclaré. d'expliquer, donc on revienne un petit peu à ce qu'on avait dit ce matin, ce qu'on avait parlé ce matin. Oui. Alors, le montant, il est de 24 000 minimum. Ceci dit, ce montant-là, payé chaque année aux règles appliquées à la CASNOS et à la couverture sociale, connues, hein, avec les dates de déclaration, mais aussi les dates de paiement connues et reconnues par les services de la CASNOS, permet d'avoir le minimum de droits. C'est-à-dire à 24 000 dinars, j'ai la couverture sociale, j'ai ma carte Chifa et je peux bénéficier de toutes les conventions que la CASNOS a signées avec les entités, de soins ou les entités d'hospitalisation connues ou avec lesquelles il y a des conventions. Donc, je peux profiter de ces avantages-là. Ceci dit, il est à rappeler que le même principe appliqué sur les commerçants par rapport à la déclaration, plutôt par rapport à la retraite, le même principe qui est appliqué aux commerçants, il sera appliqué aux entrepreneurs. Je m'explique. Dans la déclaration pour les commerçants, les 10 années les plus importantes où le commerçant a déclaré le plus seront choisies pour faire d'elle une base de calcul de retraite. Ceci dit, le même principe est appliqué à l'auto-entrepreneur. Je m'explique. Il ne faut pas s'attendre à une retraite de 100 000 dinars en cotisant à 24 000 dinars. Voilà. Donc, il faudrait, à un certain moment où on a des années où le chiffre d'affaires est important, un petit peu amplifier le montant de déclaration pour assurer au moins 10 ans de bonne déclaration, nous permettant d'avoir une bonne retraite par la suite. Voilà. Ça, c'est dans le cadre où la personne n'a pas une autre affiliation en même temps. Ceci dit, les gens qui sont déjà inscrits dans la CNAS, et je parle du secteur économique, je précise secteur économique, qu'il soit public ou privé, où l'employeur autorise la double fonction. Il n'y a pas un système d'exclusivité de contrat. Il est impératif de signaler que la couverture sociale assurée par la CNAS est unique. Donc, le fait de déclarer à la CASNOS ne fera que augmenter l'assiette pour la retraite. Donc, en s'inscrivant à la CASNOS, je ne vais pas avoir une autre couverture supérieure puisque j'en ai déjà à travers la CNAS. Mais ma déclaration pour la CASNOS va permettre de réviser, une fois la retraite reçue à travers la CNAS, réviser ma pension de retraite en prenant en considération mes cotisations de la CASNOS qui ont été payées dans le cadre d'auto-entrepreneur. Ceci dit, une troisième catégorie que ceux qui sont déjà inscrits dans la CASNOS et qui sont déjà commerçants et qui ajoutent l'auto-entrepreneur ou ajoutent la déclaration de l'auto-entrepreneur. Le principe s'applique parfaitement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les 10 années sont cumulatives entre l'activité du RC et l'activité de l'auto-entrepreneur. Les meilleures 10 années d'activité entre les deux statuts auprès de la CASNOS. Une dernière catégorie qui sont les retraités et qui veulent avoir le statut de l'auto-entrepreneur. En déclarant 5 ans, ça permet de revisiter en déclarant 5 ans après la retraite avec le statut de l'auto-entrepreneur, ça permet de revisiter le montant de la pension de retraite qui leur a déjà été qu'on leur donne déjà auparavant. Ok.
Alors, j'ai une question de Monsieur Nadir Sakar, et je vais l'afficher. Donc, il dit, est-ce qu'on peut avoir une dénomination commerciale avec le statut auto-entrepreneur? Pas forcément. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin parce qu'on est déjà en activité individuelle et on représente une personne. C'est une activité individuelle et on représente une personne. Dénomination, bon, Pour pas faire, pour d'intérêt faire du beau. moment qu'on fait une prestation. Voilà. Mais on fait une prestation individuelle pour des personnes. Donc, autant avoir une dénomination de sa personne dans le marché et dans l'activité qu'on est en train d'entreprendre. Alors, j'ai une question d'une personne, de M. Ribat Tahri, qui fait partie de la diaspora. Bon, je reviens toujours à la question des. Il dit comment, alors je vais l'afficher, il dit comment avoir une autorisation de travail. Surtout quand s'il y a quelqu'un qui vient ici, un étranger, un Algérien ou un Oui. étranger, comment il peut Je avoir une l'invite à voir autorisation la de travail? réglementation. La Là, il faudrait. réglementation relative au travail. Oui, du travail. Du travail par rapport à l'autorisation et par rapport au visa de travail avec l'autorisation Oui. de travail. Elle est très explicite, les étapes sont très claires et il y a des entités qui ont été créées pour ça au niveau du ministère du Travail et les entités sous tutelle qui font que ces personnes-là sont accompagnées pour les autorisations de travail. Ok. Alors, il y avait une question tout à l'heure que j'avais vue, c'était par rapport à est-ce que un auto-entrepreneur peut, disons, participer à des appels d'offres et des consultations pour accéder à la commande publique? Est-ce qu'un auto-entrepreneur, pardon, Alors, ils voudront savoir, est-ce qu'un entrepreneur peut accéder à la commande publique pour en tant participer? qu'opérateur économique, oui. Oui, mais ça va être cadré par des textes. D'ailleurs, les textes d'application sur la nouvelle loi des, euh, des marchés publics vont permettre aux auto-entrepreneurs d'accéder au marché public et pour répondre à des offres publiques. Ok. J'ai une autre question qui a été posée aussi, donc de ce monsieur Fawzi Al. Il demande, est-ce qu'un entrepreneur peut postuler pour le label Startup en étant avec ce statut? Rien n'empêche l'autre. Même en étant start-upper, on peut demander un statut d'auto-entrepreneur, à Il peut condition que demander l'activité un exercée, label Startup ou carrément même un projet innovant s'ils sont dans. entre autres, hein, même parce que la différence entre projet innovant et start-up, c'est le registre commerce. Entre un projet Exactement. innovant, c'est l'existence légale de l'entreprise qui va faire la différence. Et puisqu'on permet à n'importe quel commerçant qui a le registre commerce d'avoir le statut d'auto-entrepreneur, un start-upper a le droit aussi de demander le statut d'auto-entrepreneur et vice-versa. Un auto-entrepreneur peut passer à une activité commerciale et demander éventuellement le statut ou le label start-up. Il y a une autre question de M. Bilal Ramoul qui dit, est-ce qu'on peut se facturer entre auto-entrepreneurs? Mais je pense que c'est beaucoup plus Est-ce qu'on peut? se facturer entre auto-entrepreneurs. Ben, je pense Bon. que c'est. Ben, Si on oui, arrive à trouver une activité commune connexe. entre communautés connexes aussi, entre les auto-entrepreneurs, why not? Bon. C'est des Exact. cas particuliers, mais rien ne l'interdit. Exactement, exactement, exactement. Alors, maintenant, par rapport, est-ce qu'il va y avoir est-ce que les auto-entrepreneurs vont pouvoir accéder à des dispositifs de soutien financier ou des subventions spécifiques Alors, l'auto-entrepreneur, il a permis un statut réglementaire. Ceci dit, éventuellement, des produits de financement bancaire, etc., de microcrédit, d'appui à l'activité d'auto-entrepreneur serait possible. Donc, l'essentiel qui a été fait par le département ministériel des startups et de l'économie de la connaissance est d'avoir donné un cadre réglementaire à ces personnes, donner une certaine traçabilité à leur activité, mais bien sûr, d'autres opérateurs vont intervenir dans cet écosystème d'auto-entrepreneuriat pour trouver des produits de crédit adaptés à cette catégorie
de personnes ou cette catégorie d'opérateurs économiques. Ok, donc comme ça directement, donc on voit un petit peu. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de textes d'application et surtout de mise à jour par rapport De à mise à ce jour. statut dans les prochains jours ou les prochains mois. Oui. On peut avoir quelques détails, quelques avant-premières ou c'est toujours Alors, sous du... à ce stade-là, le système ou le processus ou le statut est complet, mais après, des questions relatives au marché public sont revenues, des questions relatives au cadrage de la facturation sont revenues, c'est en cours de validation. Éventuellement, de nouvelles dispositions en faveur des auto-entrepreneurs seront prises par notre département ou d'autres départements qui vont vers cette lancée de développement de l'entrepreneuriat de façon générale et de l'auto-entrepreneuriat et l'auto-emploi de façon particulière. Alors, j'ai une question de personne qui demandait, est-ce qu'on peut avoir des activités de plusieurs familles, de différentes familles? Alors actuellement, non, parce qu'on peut avoir plusieurs activités, mais de la même famille, pour un petit peu assurer une certaine homogénéité dans l'activité et permettre un certain suivi en termes d'activité fiscale. Et c'est parmi les préoccupations, les questions qui reviennent à chaque fois. Nous trouvons que chaque famille est assez riche en termes de diversité d'activités. Ceci dit, rien n'empêche d'ajouter d'autres, de nouvelles, je l'ai précédemment dit, à travers une des suggestions sur la plateforme de l'auto-entrepreneur pour avoir de nouvelles activités. Ok. Il y avait autre chose, et je viens tout juste de voir la question, on nous propose, est-ce qu'il y a des activités qui sont stratégiques et qui demandent des agréments, qui sont inscrites au niveau au niveau de l'auto-entrepreneur, dans l'activité? La loi est claire. L'article 2 exclut clairement les activités réglementées, les fonctions libérales et tout ce qui est activité artisanale, parce qu'ils ont déjà un cadrage réglementaire. Donc, les activités qui sont issues de l'auto-entrepreneur sont pas exclues, mais n'exigent pas l'obtention des agréments des autorisations particulières. Alors, j'ai une question de Madame Yasmina Ben Qassem qui dit, est-ce que si au bout de 3 ans, on a 0 chiffre d'affaires, est-ce que la carte sera désactivée ou est-ce qu'il est possible de changer d'activité après l'acquisition de la carte? Alors, parmi les rôles de l'agence, c'est l'accompagnement des auto-entrepreneurs. Et particulièrement cette catégorie qui n'arrive pas à avoir un chiffre d'affaires à travers l'activité. Mais ce qui est observé actuellement, les gens qui cherchent à avoir ce statut-là ont certainement eu un positionnement en termes de marché et ils ont quand même une source de revenus. Et ils ont pu décrocher quelques marchés et ils arrivent à réaliser des revenus. Ceci dit, la non-déclaration ou la déclaration nulle des chiffres d'affaires entraîne, en vue de la loi, la suppression du statut, mais rien n'empêche à revenir une fois le marché ou une fois l'activité revisitée au revenu ou changement. Donc, il faut quand même une radiation pour changer une activité dans le cas de la non-réalisation de chiffre d'affaires. Ok. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Je suis sûr et certain qu'il va y avoir d'autres questions qui vont venir dans l'avenir, qui vont apparaître. Je pense qu'on est toujours ça va faire à peine 3 semaines que l'agence est en activité. Petite question, on est à combien d'auto-entrepreneurs enregistrés au jour d'aujourd'hui? Franchement, je l'ai demandé cette question et j'attends les résultats. On est à beaucoup. On est à plein d'auto-entrepreneurs et c'est tout à notre honneur et à l'honneur de l'écosystème entrepreneurial. Alors, une dernière question. J'ai une question de Monsieur Lalmi Yassine qui dit, comment puis-je récupérer mon mot de passe malgré plusieurs réclamations par email? Les téléphones.
Apparemment, je ne sais n'ai pas, pas je pense entendu. que le monsieur a perdu son mot de passe pour accéder à la plateforme. D'accord. Et je pense qu'il n'arrive pas à Donc, je les récupérer invite à prendre un contact avec, à prendre un contact ou envoyer un email enfin un email à l'agence. C'est pris en charge dans l'heure, voire les 2 heures qui suivent, ou contacter la page. Et je l'invite à le faire tout de suite d'ailleurs. Alors, monsieur Lanmi Yassine, tu as eu ta réponse, donc renvoie le mail et il sera traité rapidement dans l'heure qui suit. Alors, je vérifie les dernières questions qu'on reçoit en direct. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de faire quelque chose d'interactif pour qu'on puisse répondre rapidement et qu'on puisse clarifier ces points. C'est surtout, on profite de votre présence et je vous remercie vraiment d'avoir accepté. Avec plaisir. Alors, il y a M. Bilal Ramoul qui dit par quel biais on prendra connaissance de ces nouveaux textes d'application pour suivre les nouveautés. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus sur Les par textes, quel biais oui. on va prendre connaissance des nouveaux textes d'application. Est-ce qu'ils vont être publiés un petit peu sur le site? Sur le site, oui. Ils vont être pris en charge et éventuellement sur les réseaux sociaux et les pages qui ont été consacrées à l'agence. Excellent. Je pense est-ce qu'il va y avoir un FAQ dans les prochains jours sur le site Certainement. Je Certainement. pense surtout après les plusieurs C'est interviews. exactement. C'est ça. Madame Alhab, je vous remercie beaucoup d'avoir Merci à vous pour accepté cette invitation. cette invitation et merci d'avoir répondu. Messieurs, mesdames, j'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Et puis, nous restons réceptifs à toute préoccupation, observation ou questions éventuelles, même dans les jours à venir. Un à un, pas des aides. Prenez contact, envoyez les emails, les questions qu'il faut, ou même les observations ou remarques que vous voyez pertinentes. On a quelqu'un il y a quelqu'un qui vient de donner une information. Il a dit il y a plus de 5000 inscrits. Bon, eh bien super, excellent. Mais je pense qu'il y en a beaucoup plus, beaucoup plus. On prend une dernière question qui dit alors, concernant la formation continue en présentiel, peut-on en avoir un agrément dans le cas de l'auto-entrepreneur? Je ne pense pas. Parce que c'est une activité réglementée. C'est une activité réglementée, c'est une activité à part. Merci beaucoup, madame. Merci à très vous, bientôt. Merci pour l'invitation. Et merci. Et nous restons à la disposition. Exactement. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, au revoir. Et tout le monde, je dis merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont participé. On remercie aussi les gens de l'ACF pour avoir permis ce live et aussi aux gens du GAN. Et à très bientôt pour un autre interview si on va voir, si on aura d'autres occasions. Merci. À bientôt. Au revoir, bonne soirée. À bientôt. Au revoir.